On se plonge directement dans l'analyse de l'avis technique rendu par l'EIOPA le 5 mai 2026. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ces recommandations concernant la création de standards communs minimums pour les IGS, les systèmes de garantie des assurances, tout cela sous l'égide de la directive IRRD. La source, donc le rapport de l'IOPA lui-même, s'ouvre sur une citation qui donne vraiment le ton. Le marché unique fonctionne pour les assureurs, mais pas encore pour les assurés. Le constat est sans appel. La mosaïque actuelle des IGS en Europe crée des écarts énormes, en particulier quand on touche aux situations transfrontalières. Il y a donc un besoin réglementaire évident d'harmonisation. Pour structurer cette analyse technique, on va suivre 5 grands axes. D'abord le contexte, ensuite le périmètre d'activation, puis la gestion des délais, la mécanique financière et enfin la coopération institutionnelle. On attaque tout de suite avec le premier axe, le contexte réglementaire et cette problématique de fragmentation. D'où vient ce rapport exactement? Eh bien, la source indique clairement qu'il fait suite à un call for advice, une demande formelle émise par la Commission européenne en vertu de l'article 98 de la directive IRD. L'objectif strict, c'est d'évaluer concrètement l'état des lieux des IGS aujourd'hui et d'étudier la nécessité d'imposer ces standards harmonisés, ce qui vient d'ailleurs compléter l'avis de 2020 sur Solvabilité 2. Dans ce contexte, l'EIOPA rappelle les 2 grands objectifs opérationnels d'un IGS. Premièrement, payer très vite les indemnités en cas de défaillance. Deuxièmement, assurer que les polices d'assurance continuent d'exister. Et au niveau macroéconomique, l'idée est bien de réduire cette fragmentation pour fluidifier le marché européen. Ce qui nous amène à notre deuxième section, comment définir le périmètre et surtout comment activer ces IGS. Sur la question de savoir quelles polices sont couvertes, l'EIOPA s'appuie directement sur son avis de 2020. On reste donc sur les mêmes polices d'assurance éligibles, avec des lignes d'activité bien spécifiques qui englobent à la fois le secteur de l'assurance vie et celui de la non-vie. C'est du solide, on est dans la continuité. Par contre, le trigger moment, le moment exact du déclenchement, c'est un point absolument crucial. L'option privilégiée par l'EIOPA, c'est d'activer l'IGS au plus tard si lorsqu'une compagnie est défaillante ou qu'elle va l'être et qu'il n'y a plus aucune perspective raisonnable d'éviter le crash. L'intervention repose vraiment sur un critère objectif de non-résolubilité. Passons maintenant à la 3e section, la mécanique des délais, les réclamations et cette fameuse continuité. Le document source structure cette phase opérationnelle de façon très claire en 3 temps forts chronologiques. D'abord, le déclenchement institutionnel qu'on vient de voir, ensuite l'ouverture de la phase de soumission des réclamations par les assurés, et enfin la date limite d'indemnisation pour l'exécution réelle des versements. Pour la phase de soumission, la recommandation de l'EIOPA est d'établir un temps minimum autorisé. En gros, il s'agit d'imposer un standard européen qui garantit à tous les assurés une fenêtre d'action suffisante pour se manifester, indépendamment de la juridiction dans laquelle ils se trouvent. Du côté de l'indemnisation en elle-même, c'est la logique inverse. La source préconise un plafond maximum au niveau européen pour éviter les longueurs. Mais, petite subtilité très importante, le rapport précise que les États membres gardent l'entière flexibilité légale d'imposer des délais de traitement encore plus courts chez eux. Et si on parle de continuité des polices, l'harmonisation voulue par l'EIOPA tourne autour d'un principe unique et assez strict. Les conditions et le calendrier doivent être dictés exclusivement par la protection des intérêts des assurés et des bénéficiaires. C'est la véritable boussole ici. Abordons à présent la 4e section, qui touche au cœur de l'ingénierie financière, le financement, la liquidité et le rang. Ce tableau, issu de l'analyse, consolide parfaitement les options financières privilégiées par le régulateur. On y retrouve l'alignement du rang d'insolvabilité, les exigences de liquidité qui conservent une certaine souplesse, des prélèvements ex post conditionnés par le marché et un socle de financement ex ante ou de coussin opérationnel. Si on s'attarde sur le rang d'insolvabilité, la directive réglementaire est très spécifique. La source recommande de classer les IGS exactement au même niveau que les créances d'assurance, pour que ça colle avec l'option choisie par chaque État membre dans le cadre de l'article 275, paragraphe 1 de Solvabilité 2. Concernant le financement à proprement parler, l'approche recommandée est double. D'un côté, il faut obligatoirement constituer un financement ex ante suffisant ou un coussin opérationnel. De l'autre, en mesure de sauvegarde, on retrouve les prélèvements ex post. L'EIOPA insiste bien, ces prélèvements doivent impérativement s'appuyer sur une évaluation rigoureuse des conditions de marché. D'ailleurs, le document est explicite sur le calibrage. L'EIOPA a fait le choix de ne pas imposer de pourcentage fixe pour le financement ex ante. Pourquoi? Pour laisser la flexibilité aux autorités nationales de déterminer le bon niveau sans imposer d'un coup un fardeau en capital uniforme et excessif sur tout le marché européen. Ce qui nous conduit à notre 5e et dernière section,
la coopération institutionnelle et cette fameuse flexibilité. Sur l'architecture institutionnelle, le prérequis absolu posé par la source, c'est la mise en place obligatoire d'arrangements de coopération formels. Il faut que les autorités de résolution nationale, les ARN, et les IGS puissent se coordonner de façon fluide en temps de crise. Ça ne s'improvise pas au dernier moment. Finalement, l'équilibre recherché par le régulateur se lit vraiment comme une dichotomie assez nette. On a une harmonisation européenne qui pose les standards minimums sur le périmètre et les déclencheurs, mais en préserve la flexibilité nationale pour la plomberie interne, les structures institutionnelles, le niveau de financement spécifique et les couvertures additionnelles. La source illustre ça très bien en relevant les spécificités de certains mécanismes existants, comme le FEGEAO français. Au-delà de la simple indemnisation ou du transfert, ce fonds intègre une vraie fonction de solidarité sociale, par exemple pour indemniser les victimes de tiers non assurés. L'objectif macro reste évident, préserver la confiance globale dans l'assurance, tout en évitant d'appeler l'État à la rescousse. Alors, en guise de conclusion, une véritable question stratégique se pose pour les directions des risques. Face à cette harmonisation ciblée, quelles vont être les implications directes, tant sur le plan opérationnel que financier, pour intégrer ces standards minimums au sein des cadres nationaux qui existent déjà? C'est le grand défi d'adaptation qui s'annonce pour l'industrie européenne et c'est un point qu'il va falloir suivre de très près.